À tous et donc bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème l'impatriation. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir déjà bonjour à tous, Adrien Hérault. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux experts. Donc Jordan Delors, qui est avocate au barreau de Paris, qui est spécialisée sur ces problématiques d'impatriation. Philippe Plantadi, qui travaille pour le cabinet Nouvelle Vie et qui lui est spécialiste sur la question de retraite pour les expatriés et les impatriés. Et puis moi-même, Adrien Hérault du cabinet USA France Financial, qui sera plus sur la partie placement et comment organiser son patrimoine lors d'une impatriation. Alors avant de rentrer dans le sommaire, je voudrais prendre quand même un temps pour remercier l'UFE, remercier qui a organisé cette conférence, sans qui on aurait pu avoir ce rendez-vous aujourd'hui. Donc merci à eux. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'UFE, je vous le conseille fortement, tout simplement parce qu'il y a énormément d'informations, c'est une mine d'informations pour les Français qui sont ici aux États-Unis. Donc encore une fois, merci à eux pour la conférence. Aujourd'hui, on va traiter plusieurs questions. Donc c'est Jordan qui va commencer, qui va nous présenter le régime des impatriés. Elle sera suivie de Philippe, qui parlera de la retraite française, de la retraite américaine, et puis des conventions. Et enfin, je clôturerai cette conférence en parlant de planification patrimoniale. Quelles sont vos opportunités à ne pas oublier de saisir avant de partir des États-Unis dans le cadre d'une impatriation. Alors, les questions, on les posera à la fin. Alors, vous pouvez noter vos questions dans le chat ou les noter tout simplement. On prendra 15 minutes à la fin pour y répondre. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir commencer et je vais donner la parole à Jordan. Merci Adrien. Bonjour à tous. Alors, je vais juste partager mon écran. J'arrive tout de suite. Parfait. Donc là, vous devez tous voir mon écran. Donc, Jordan Delors, donc avocate au barreau de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui le régime des impatriés. Donc, ce régime, en fait, c'est un régime favorable d'imposition qui est énoncé dans le Code général des impôts. Donc, il y a des régimes similaires qui sont dans pas mal de pays européens. Et c'est un régime, en fait, qui a vocation à permettre, pour certaines catégories, en fait, de salariés, de bénéficier d'un régime favorable. Donc, concrètement, déjà, quelles sont les conditions du régime? Pour pouvoir bénéficier de ce régime, ça s'applique à des individus qui n'ont pas été précédemment domiciliés en France, et notamment les 5 années qui précèdent en fait un retour en France. Donc, typiquement, actuellement, nous sommes en 2024. Une personne qui arrive en France en 2024 ne doit pas avoir été résident fiscal de France depuis l'année 2017. L'année 2018. Donc ça, c'est la première condition. Évidemment, ce n'est pas aussi un régime qui est lié à la citoyenneté. Donc si vous êtes français et que vous êtes non résident fiscal de France depuis plus de 5 ans, vous pouvez bénéficier du régime. Une fois qu'on a étudié cette condition de non-domiciliation, l'autre condition est de venir en fait en France et d'être, si vous voulez, recruté par une entreprise française. Donc il y a deux possibilités. Soit on est recruté dans le cadre de ce qu'on appelle une mobilité intragroupe, donc c'est les cas classiques en fait de mobilité internationale où en fait vous étiez aux États-Unis, vous travaillez pour une boîte américaine, une société américaine, et cette société va vous détacher en France. Ou autre hypothèse, vous étiez aux États-Unis et vous allez être recruté directement par une société qui est en France. Et la troisième condition, c'est une fois en fait que vous êtes recruté et que vous arrivez en France, vous devez devenir résident fiscal de France. Donc ça, ce sont vraiment les trois conditions. Non-domiciliation auparavant, les conditions liées, on va dire, à l'embauche, le transfert et le fait de devenir résident fiscal de France. Donc attention, ça veut dire que si jamais vous arrivez en France de votre propre initiative et que vous êtes embauché en France, mais que vous êtes déjà arrivé en France, dans ces cas-là, vous n'êtes pas éligible au régime. Toute l'embauche et le transfert doit se faire alors que vous n'êtes pas résident fiscal de France. Donc, quels sont les avantages du régime? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs exonérations possibles. La première exonération, c'est ce qui concerne la prime d'impatriation.
L'idée ici, c'est qu'on va exonérer les éléments de rémunération qui sont liés à ce qu'on appelle en fait l'exercice de l'activité professionnelle en France. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez dans votre contrat de travail français des primes qui sont nommément visées, donc soit une prime d'impatriation, une prime d'installation, des avantages liés à la prise en charge du coût de la vie, divers avantages. Dès lors qu'ils sont visés dans ce contrat de travail français, on considère qu'ils peuvent être exonérés au titre du régime des impatriés. L'autre possibilité qui s'applique, c'est que, toutes conditions étant par ailleurs remplies, on considère en fait que cette prime d'impatriation peut être évaluée forfaitairement à 30% de la rémunération nette imposable. Une fois qu'on a défini cette prime, la condition qui est absolument, j'allais dire, fondamentale et qui est aujourd'hui contrôlée, enfin, dès qu'il y a un contrôle fiscal, c'est la première chose qui est contrôlée par l'administration fiscale française, c'est qu'une fois qu'on a exonéré cette prime, le salaire qui est reporté dans votre déclaration des revenus doit à minima être égal à ce qu'on appelle le salaire de référence. Alors, le salaire de référence, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est une donnée en fait, qui vous est transmise par l'entreprise dans laquelle vous travaillez, par les services, on va dire, RH, paye. Et en fait, c'est la rémunération qui est versée à un salarié qui a des fonctions analogues aux vôtres. Donc, ça montre, en fait, si vous voulez, que pour bénéficier du régime des impatriés, il faut quand même anticiper, parce que si jamais vous n'avez pas cette validation en fait, de votre salaire de référence, si vous ne le connaissez pas, il est difficile en fait, d'opter pour l'application et demander à bénéficier de ce régime, parce qu'il y a un inconnu en fait, sur le salaire de référence, et donc quel est le pourcentage en fait, de votre rémunération que vous allez être en mesure en fait, d'exonérer. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de vérifier en fait, au préalable la condition du salaire de référence, et notamment si vous êtes en négociation, en fait, que ce soit dans le cadre d'un transfert intragroupe ou dans le cadre d'une embauche externe, d'en discuter en fait, avec votre futur employeur pour être sûr que c'est une donnée qui est connue et qui vous sera transmise sur demande. Alors, l'autre avantage du régime des impatriés pour le volet rémunération, c'est qu'on peut également exonérer la fraction de votre rémunération qui correspond à des jours de travail passés à l'étranger. Donc, attention, parce que seuls les jours de travail passés à l'étranger dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur peuvent être exonérés. Donc, typiquement, si vous avez des jours de travail à l'étranger pour convenance personnelle, qui ne sont pas motivés par des rendez-vous clients, une formation, des rendez-vous d'équipe, que sais-je, dans ces cas-là, on considère que ces jours n'ont pas droit à exonération. Pareil, dans le but d'un contrôle, il est recommandé en fait, de conserver une preuve des jours de travail à l'étranger. Donc, ça peut être les billets d'avion, les billets de train, la facture des nuits d'hôtel, ce genre d'éléments. Donc, le régime des impatriés est avantageux, mais il est quand même plafonné. Donc, on a deux plafonnements qui sont applicables au choix. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, le salarié va vérifier le plafonnement qui lui est le plus favorable. Donc, il peut changer d'une année à l'autre. Le premier plafonnement, qu'on appelle le plafonnement global, et en fait, si vous voulez, on prend la rémunération imposable totale et on dit qu'in fine, on ne peut pas exonérer plus de 50% de cette rémunération. Donc concrètement, si vous avez une rémunération nette imposable de 100 000 euros, in fine, vous ne pourrez exonérer que 50 000 euros de cette rémunération au titre du régime des impatriés, et vous serez donc imposable sur 50 000 euros de la rémunération. L'autre plafonnement qui peut aussi être appliqué et qui est notamment intéressant lorsque vous avez des primes d'impatriation qui sont définies dans le contrat de travail et qui sont assez importantes, c'est un plafonnement qui se fait non pas par rapport à la rémunération totale imposable, mais par rapport aux jours de travail à l'étranger. Et dans ces cas-là, le plafonnement qui est appliqué est de dire qu'on ne peut pas exonérer plus, donc on exonère la prime d'impatriation, et ensuite, sur la rémunération nette imposable ainsi obtenue, on ne peut pas exonérer plus de 20% de la rémunération au titre des jours de travail à l'étranger. Donc, chaque année, on peut vérifier le plafonnement qui est le plus avantageux. Donc, ce n'est pas parce qu'on a opté pour le plafonnement global en 2023 qu'en 2024, on ne peut pas opter pour le plafonnement de 20% relatif aux jours à l'étranger. Et par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer dans la déclaration. Et si ces mentions ne figurent pas, le régime peut être mis en cause par l'administration fiscale.
Donc, ce régime est applicable pendant 8 ans. Et plus précisément, en fait, il est applicable pendant les 8 années qui suivent la prise de fonction au sein de l'entreprise française. Donc, typiquement, si vous avez, par exemple, une prise de fonction en France en mai 2024, vous pourrez bénéficier de ce régime, toutes conditions étant naturellement par ailleurs remplies, jusqu'au 31 décembre 2032. Ce régime a aussi vocation, en quelque sorte, à fidéliser les salariés parce que si jamais donc, vous arrivez en France avec une entreprise et au bout de 2-3 ans, vous changez d'employeur, dans ces cas-là, vous perdez le régime. Actuellement, en l'état actuel de la législation française, le régime est lié vraiment en fait à l'employeur qui vous a fait venir en France. Donc, si vous changez on va dire que si vous êtes dans un groupe et que vous changez de société au sein du groupe, vous ne perdez pas le bénéfice du régime, puisque vous êtes toujours au sein du groupe. Par contre, si vous changez vraiment d'employeur, vous allez chez le concurrent, dans ces cas-là, vous perdez le bénéfice du régime. Donc, les autres avantages qui sont liés à l'installation en France, donc dans le cadre du régime des impatriés, là, on a essentiellement vu le volet afférent aux rémunérations, mais vous avez également d'autres volets, et notamment un volet qui est afférent à tout ce qui est exonération de tout ce qui est en fait revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières de sources étrangères. C'est-à-dire qu'en fait, en l'état, en France, ce qu'on appelle les revenus passifs, donc les revenus de capitaux mobiliers, donc les dividendes, les intérêts, les plus-values sont imposables à la flat tax de 30%. Donc vous avez 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Si vous avez en fait des intérêts, des dividendes ou des plus-values qui sont en fait localisés à l'étranger, qui sont sur des comptes à l'étranger, dans ces cas-là, vous bénéficiez en fait en plus d'un abattement de 50% au titre uniquement de l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'in fine, vos revenus étrangers ne sont pas imposés à 30%, mais à 23,6%. Les autres avantages liés à l'installation en France sont une exonération également temporaire d'impôt sur la fortune immobilière. Donc, pour mémoire, en France, l'impôt sur la fortune immobilière est dû si vous détenez plus de 1,3 million, 1,3 million € de patrimoine immobilier. Et en principe, en fait, dès lors qu'on est résident fiscal de France, ce patrimoine immobilier pris en compte est le patrimoine mondial. Donc, typiquement, vous aviez votre résidence principale aux États-Unis, vous arrivez en France, vous avez également un bien en France. Normalement, vous devez comptabiliser et la résidence en France et l'ancienne résidence principale aux États-Unis. Avec le régime, pendant les 5 premières années de votre installation en France, aux fins d'assujettissement de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune immobilière, on ne tiendra pas compte de vos biens localisés à l'étranger, de votre résidence aux États-Unis, on n'en tiendra pas compte, et cela pendant 5 ans. Et enfin, ça sera plus sans doute le sujet de Philippe peut-être par ailleurs, il y a une exonération également des cotisations vieillesse, donc que ce soit aussi bien les cotisations vieillesse de base que les cotisations complémentaires, qui peut se faire en fait pendant une durée de 3 ans, qui est renouvelable une fois. Mais attention, parce que cette demande doit être faite conjointement avec le salarié et l'employeur. Donc il y a quand même des formalités et il y a diverses conditions qui sont quand même assez exigeantes. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une demande qu'il faut déposer conjointement avec son employeur. Donc finalement, les conseils pratiques pour anticiper l'installation en France de ce point de vue fiscal du régime des impatriés, ce serait tout simplement au préalable, si vous êtes en phase de négociation, aussi bien dans le cadre d'un transfert intragroupe que d'une embauche externe, ce serait de vérifier si vous remplissez les diverses conditions d'éligibilité au régime. Peut-être effectivement aborder les impacts du retour avec votre employeur pour en fait préparer l'arrivée en France et collecter les justificatifs nécessaires, parce que c'est vrai qu'il est toujours plus simple en fait au moment où on négocie de faire part de ces demandes et de dire ce dont vous avez besoin que finalement arriver en France et 1 an après aller voir votre employeur et évoquer le régime, demander une attestation, parce que par expérience, il y a en fait des employeurs qui refusent parfois de fournir l'attestation relative au salaire de référence. Donc voilà pour la partie relative au régime des impatriés. Je vais maintenant laisser la main à Philippe pour évoquer la partie retraite. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Plantadi du cabinet Nouvelle Vie Retraite. Je suis en train de mettre mon écran en mon PowerPoint. Voilà.
Donc moi, je vais vous parler effectivement de la retraite française et de la retraite américaine, des retraites des régimes de sécurité sociale. Alors pour commencer, Jordan en a parlé, quand on part travailler à l'étranger, que vous partiez de France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France, vous avez deux statuts possibles. Vous êtes détaché de votre pays d'origine, c'est-à-dire que votre contrat de travail américain est maintenu, vous partez travailler en France, vous avez le statut de salarié détaché, donc votre employeur continue à cotiser pour vous dans votre régime aux États-Unis, le régime de la Social Security américaine, avec tous les avantages que vous avez liés à votre contrat de travail. Comme l'a dit Morgan, en tant que salarié détaché, quand vous êtes en France, vous avez la possibilité d'être exonéré pendant 2 fois 3 ans de vos cotisations retraite en France, régime de base et régime complémentaire. Donc ça, c'est une formalité que vous devez faire conjointement avec votre employeur. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça varie effectivement, ça a un impact sur votre rémunération, mais effectivement, ça ne vous confère pas de droits dans le régime français, vous avez que des droits dans le régime américain. Au-delà de ces 2 fois 3 ans, vous êtes tenu de cotiser dans le régime en France. Vous serez expatrié au regard du droit social en France uniquement si vous n'avez plus de lien de subordination avec une entreprise aux États-Unis, et à ce titre, vous devrez cotiser obligatoirement dans les régimes français, régime de base et régime complémentaire, en fonction du statut que vous aurez en France. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. Si vous êtes détaché, vous pouvez cotiser, donc vous continuerez à cotiser à la Social Security américaine. Vous avez la possibilité d'être exonéré ou pas en France. Si vous cotisez dans les deux pays, vous allez cumuler des droits dans les deux pays et vous allez effectivement optimiser. C'est une façon également d'optimiser vos droits dans les régimes de retraite et d'alimenter vos comptes retraite. Si vous avez déjà été salarié en France, vous continuerez vous alimenterez à nouveau votre compte retraite en France, que ce soit dans les régimes de base ou dans les retraites complémentaires. Au niveau des retraites complémentaires, juste pour vous rappeler, vous avez 3 niveaux de protection, 2 régimes obligatoires qui sont des régimes par répartition, retraite de base, retraite complémentaire. Si vous arrivez en France et que vous êtes salarié, vous cotiserez dans le régime le plus important, celui des salariés du privé, la CNAV. En fonction d'autres statuts que vous pourriez avoir ou que vous avez pu avoir, vous avez cotisé dans d'autres régimes. Vous avez également les retraites complémentaires, donc pour les salariés Agir Carco, et en fonction potentiellement d'autres statuts que vous auriez pu avoir avant de partir aux États-Unis ou que vous pourriez avoir dans le futur, vous auriez également d'autres retraites complémentaires. Il faut savoir qu'en France, on a 42 régimes de retraite. Chaque catégorie socio-professionnelle a son régime de retraite. Donc, en fonction de l'activité que vous avez, que vous soyez indépendant, salarié, fonctionnaire, travaillant dans des entreprises, profession libérale, profession réglementée ou pas, vous avez la possibilité d'avoir un régime particulier. Vous avez également un niveau de protection qui sont les plans d'épargne retraite. Donc, au sein de votre entreprise en France, vous pourriez, si vous avez effectivement le statut de salarié français, à cotiser volontairement à titre obligatoire au sein d'un plan d'épargne retraite collectif au sein de votre entreprise, de manière effectivement à vous faire une retraite surcomplémentaire. En France, on a un régime de retraite qui a été réformé l'année dernière. On avait un premier âge de départ en retraite qui était à 62 ans. On passe progressivement pour toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961, de 62 à 64 ans. Donc ça, c'est la réforme 2023. Vous en avez très probablement entendu parler. Et on a une condition de durée d'activité totale à remplir pour percevoir ces retraites françaises, base et complémentaires, à taux plein, sans minoration, avant l'âge de 67 ans. L'âge de 67 ans est un âge où la condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance n'est plus à remplir et les droits que vous avez acquis dans les régimes français vous sont versés sans minoration. Donc c'est important de vous positionner effectivement dans ces deux bornes d'âge entre 62, 64 et 67 ans parce que vous avez effectivement, grâce à la convention, vous allez voir juste après, on va effectivement tenir compte de l'ensemble de vos périodes d'activité. La Convention de sécurité sociale France-États-Unis vous permet de valoriser votre expérience entre les deux pays. Elle va vous permettre de faire prendre en compte vos périodes d'activité aux États-Unis dans la condition de durée d'activité que vous devez remplir pour avoir vos retraites françaises à taux plein avant 67 ans. Sur cette diapositive, on a 3 cas de figure. 3 personnes nées en 68 qui doivent justifier de 172 trimestres pour avoir leur retraite française au taux plein à partir de 64 ans.
On a le cas de Claude qui a fait 100 trimestres en France, 72 trimestres de cotisé aux États-Unis, Social Security. Donc, on additionne bien les deux périodes, France 100 plus 72 aux États-Unis. Il remplit la condition de durée de carrière. Et à ce titre, dès 64 ans, il peut percevoir, ou elle peut, parce que Claude est un prénom féminin et masculin, percevoir leur retraite à partir de 64 ans sans minoration. Le cas de Anne qui a fait 100 trimestres en France, 66 trimestres aux États-Unis, qui a cotisé également et travaillé pendant 6 trimestres en Grande-Bretagne. La France a signé 42 conventions de sécurité sociale, mais on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions de sécurité sociale. Donc dans le cas de Anne, on va lui appliquer la convention qui lui est la plus favorable, celle avec les États-Unis, parce que c'est celle où elle a travaillé le plus longtemps. Donc on va avoir 6 trimestres de minoration de calculer sur la retraite de Anne, parce qu'on ne pourra pas prendre dans sa durée de carrière les 6 trimestres en Grande-Bretagne. Et enfin, Michel qui a fait 100 trimestres en France, 45 aux États-Unis, 27 en Chine. Il n'y a pas de convention avec la Chine, donc les trimestres en Chine sont obligatoirement neutralisés. Donc en fonction de la situation de votre carrière professionnelle, que vous ayez fait un step avant les États-Unis ou dans le futur, il faudra vous poser la question, effectivement, comment les arbitrages internationaux de votre carrière seront faits par les organismes de sécurité sociale. Est-ce qu'il y aura de possibilité de cumul au sein de l'accord européen ou pas? Est-ce que, voilà, en fonction de votre durée de carrière aux États-Unis, on vous appliquera telle ou telle convention de sécurité sociale? La retraite américaine, elle est articulée de deux manières, avec un régime par répartition comme les régimes français, qui est le régime de la Social Security américaine. Vous êtes salarié aux États-Unis, vous cotisez à titre obligatoire à la Social Security, excepté dans certains États et certaines professions où il y a des accords particuliers. Si vous êtes indépendant aux États-Unis, selon le statut, vous n'êtes pas toujours obligé de cotiser à la Social Security. Si vous êtes self-employed ou en LLC, vous pouvez ne pas cotiser à titre volontaire au régime de la Social Security. Donc, si ça a été votre situation, sachez que toutes ces périodes de non-cotisation aux États-Unis ne pourront pas être prises en compte dans le cadre de la Convention de sécurité sociale américaine. Vous avez un deuxième niveau de protection qui est un niveau facultatif. Donc, selon les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez peut-être mis en place, dans le cadre des bénéfices que vous avez pu bénéficier, d'une protection collective avec une cotisation et un abonnement de votre part et de votre employeur dans des 401K, des 403B. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de complètement volontaire. Il n'y a aucune obligation de l'entreprise de le mettre. Ça fait partie des avantages et vous avez la possibilité de vous faire effectivement des comptes épargne retraite à travers des cotisations auprès d'organismes privés comme des banques ou des assurances. La retraite de la Social Security, le Full Retirement Age, l'âge du taux plein est à 67 ans, comme en France, mais on a la possibilité d'anticiper la perception de sa retraite de 5 ans à partir de 62 ans avec une décote. Donc si on anticipe de 4 ans la perception de la Social Security américaine, on a une minoration de l'ordre de 25%. Vous avez la possibilité également de différer la perception de la pension de la Social Security entre 67 et 70 ans, avec une bonification à ce moment-là de 8% par an, et c'est calculé au prorata du nombre de mois de report que vous avez. Si vous avez, pour bénéficier d'une retraite de la Social Security, vous devez justifier de 10 années d'activité, 40 crédits, 40 trimestres, mais grâce à la Convention de sécurité sociale France-États-Unis, cette durée de 40 crédits, qui est une donnée qui vous permet d'ouvrir un droit ou pas, elle est consolidable entre des périodes d'activité en France et des périodes d'activité aux États-Unis. Donc, si en additionnant vos crédits français plus des trimestres d'activité dans des régimes français, vous arrivez à 40, vous percevrez quand même une pension de la Social Security, même si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la convention. Donc, si vous avez travaillé moins d'un an et demi aux États-Unis, vous ne pourrez pas bénéficier d'une retraite de la Social Security. En France, on cotise maximum sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Aux États-Unis, vous avez une assiette maximum de cotisation de 160 600 $ en 2024. Et le montant maximum d'une pension de la Social Security est de 45 864 $ en 2024 pour une personne qui a travaillé 35 années aux États-Unis et qui a cotisé toutes ces 35 ans au maximum de l'assiette annuelle.
Un mécanisme particulier de la Social Security, c'est le Windfall Elimination Provision qui vise à diminuer votre retraite américaine parce que vous percevez une retraite d'un autre pays. Donc, en ayant une carrière mixte entre la France et les États-Unis, vous pourriez être exposé à l'application de ce windfall lorsque vous demanderez votre retraite américaine. Vous pouvez échapper à l'application de ce windfall dans 2 cas de figure. Le premier, si vous avez 30 années de substantial earning, donc 30 années de cotisation au titre du substantial earning à la Social Security, vous êtes certain que le windfall ne s'appliquera pas. Et vous pourrez également échapper à l'application de ce windfall si vous demandez vos retraites françaises ou votre retraite américaine dans le cadre de la Convention de sécurité sociale et que grâce à la totalisation de vos périodes d'activité dans les 2 pays, vous avez l'application de la Convention, l'ouverture d'un droit à taux plein ou à taux minoré, peu importe, et à ce moment-là, le windfall ne s'appliquera pas à votre retraite de la Social Security américaine. Donc, c'est un des avantages de la Convention. On a vu que la Convention vous permet de totaliser vos périodes d'activité pour obtenir vos retraites à taux plein en France. Elle vous permet d'avoir également les 40 crédits si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis. Et elle vous permet d'échapper à l'application de windfall si il y a une totalisation de votre carrière qui vous permet d'ouvrir un droit côté France ou côté États-Unis de manière à ce que vous puissiez bénéficier d'une retraite. Donc, l'application de la Convention, elle est vraiment faite pour que vous puissiez optimiser vos retraites des régimes de sécurité sociale côté France ou côté américain. Pour finir, je vais vous parler du cabinet pour lequel je travaille, donc Nouvelle Vie Retraite. Nous sommes une société de services. Nous travaillons depuis 1986 sur l'accompagnement des Français qui résident à l'étranger dans la connaissance et la perception de leurs droits de retraite. On est capable de calculer bon nombre de retraites des régimes européens. Nous savons calculer la retraite américaine, la retraite canadienne, la retraite québécoise, la retraite japonaise. Donc depuis 1986, nous sommes aujourd'hui plus de 30 collaborateurs et nous avons 2 prestations pour les Français qui résident à l'étranger. La première, c'est un bilan retraite qui vise à leur donner de la visibilité sur une planification avec des scénarios de fin d'activité. Et la deuxième, une assistance pour demander leur retraite côté France ou côté américain, voire dans d'autres pays. Et pour ces 2 prestations, nous fonctionnons sous forme d'honoraires qui sont calculés en début de mission et qui sont forfaitaires et qui vous permettent d'avoir de la visibilité. Donc, si vous avez des questions plus personnelles, on va prendre effectivement, à l'issue de la présentation d'Adrien, un petit moment pour répondre à vos questions. Mais si vous avez des conditions, des questions particulières sur une situation donnée, n'hésitez pas à me solliciter. La consultation sera gratuite et sans engagement, et donc nous pourrons prendre un moment pour discuter de votre situation. Donc, je vais laisser la place et la parole à Adrien, de manière à ce qu'il puisse vous parler de son domaine d'expertise, qui lui est effectivement très, très important lorsqu'on part travailler des États-Unis. Parfait, merci Philippe. Alors, je vais partager mon écran. All right, parfait. Alors, juste m'assurer que ce soit bien clair. Parfait, bonjour à tous. Alors, moi, aujourd'hui, je vais parler d'opportunités patrimoniales parce qu'une des questions qu'on nous pose extrêmement souvent, c'est de me dire, Adrien, merci, moi, maintenant, j'ai prévu de rentrer en France. Qu'est-ce que je peux garder ici aux États-Unis? Qu'est-ce que je dois garder? Est-ce que j'ai des opportunités à saisir avant de rentrer en France? Et qu'est-ce que, malheureusement, je ne vais potentiellement pas pouvoir garder ici aux États-Unis? C'est le but de cette présentation aujourd'hui. On va regarder quelles sont vos opportunités au sein de chacune des catégories de votre planification patrimoniale. Alors, quand on parle de planification patrimoniale, on parle de stratégie patrimoniale. Une stratégie patrimoniale, elle existe autour de 5 classes d'actifs qu'on a ici à l'écran. Ces 5 classes d'actifs, elles sont divisées en 2 catégories. À droite, je vais avoir mes actifs de croissance. À gauche, je vais avoir mes actifs défensifs. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre lorsque je travaille sur ma stratégie patrimoniale, peu importe que je sois ici aux États-Unis ou en France, la stratégie reste la même, les produits ont potentiellement changé, mais la stratégie reste la même. C'est que ces 2 classes d'actifs, elles sont extrêmement importantes à avoir au sein de mon capital. La classe défensive, qui ici est représentée par 2 points, le cash et le fonds d'opportunité, son rôle, c'est d'apporter de la protection, d'amener de la diversification ici sur ces placements,
qui sont généralement du cash et de l'assurance vie américaine, on verra pourquoi. Je n'ai pas de perte, peu importe que le marché financier soit en hausse ou soit en baisse. L'autre partie, la croissance, qui est généralement la partie la plus sexy, puisqu'ici on vient générer du rendement, on cherche du 6+%, c'est le portefeuille sur les marchés financiers, l'immobilier et la retraite. Cette partie-là, elle évolue, elle va apporter de la croissance au sein de mon patrimoine. Un point important, généralement on me dit oui Adrien, je comprends, c'est extrêmement intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 5 classes d'actifs au sein de mon patrimoine? Et la réponse c'est oui. Chaque classe d'actifs a un rôle bien spécifique et un rôle primordial. Que vous soyez aux États-Unis ou en France, ce sera extrêmement important de les compter au sein de votre structure patrimoniale. Le but des actifs défensifs, ce n'est pas simplement de réduire le risque, c'est surtout d'augmenter de façon exponentielle le potentiel de réussite de votre stratégie financière. Ici, généralement, j'aime bien sortir de la planification financière, prendre un exemple complètement différent, qui est le management d'équipe, plus particulièrement le management d'équipe de foot. Par exemple, si on se met dans la peau de Didier Deschamps, lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde, il aurait très bien pu se dire moi, aujourd'hui, j'ai à ma disposition les meilleurs attaquants du monde. Donc, je suis quelqu'un qui a un profil risqué, je vais mettre que des attaquants. Et voilà, je vais prendre ce risque-là. Et je sais qu'au final, ils vont marquer tellement de buts que ma stratégie sera gagnante. Ou à l'inverse, il aurait pu se dire, je vais mettre que des défenseurs, il n'y aura pas un but de marché, je construis un mur devant ma défense, et puis ces défenseurs, ils marqueront 1 ou 2 buts, et au final, je vais gagner. Est-ce qu'une fois dans l'histoire du foot, il s'est produit quelque chose comme ça? La réponse, c'est non. Qu'est-ce que va faire un coach? Il va regarder les équipes qu'il va rencontrer, en fonction de ces équipes, il va ajuster sa stratégie, il va recruter des défenseurs, des attaquants, des milieux, etc., du mieux possible pour aller gagner la Coupe du Monde. La gestion d'actifs, c'est relativement similaire. En fonction des performances historiques, en fonction de votre tolérance au risque, en fonction de votre âge vers la retraite, en fonction du pays dans lequel vous trouvez, le rôle de votre gestionnaire de patrimoine, ça va être de vous présenter vos opportunités au sein de chacune de ces classes d'actifs. Mais encore, j'appuie sur mon point, chacune de ces classes d'actifs sont extrêmement importantes au sein de votre stratégie patrimoniale. Quelles sont vos opportunités? Gardons en tête qu'il y a une impatriation soit qui arrive, soit possible sur la partie épargne liquide. L'épargne liquide, elle est extrêmement importante au sein de notre stratégie patrimoniale. Pourquoi? On le voit à l'écran, c'est mon matelas de sécurité. S'il m'arrive quelque chose, je suis prêt. Je sais pas, le problème avec la voiture, la chaudière, etc. J'ai du cash, je peux agir immédiatement. Donc, elle est primordiale. Par contre, trop en avoir, on va voir, ça va impacter votre stratégie patrimoniale. Pourquoi? À cause, on le sait bien en ce moment, de l'inflation. Je vais perdre en pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Alors, avant de montrer l'impact de l'inflation, quels sont les outils que j'ai à ma disposition? Alors ici, aux États-Unis, j'ai tout ce qui est checking, saving, certificate of deposit, mais le plus populaire à l'heure actuelle, c'est le high yield saving account. Ici, je vais pouvoir générer entre 4 et 5% en fonction de la banque sur un compte d'épargne qui est tout à fait liquide. Alors, c'est imposable, ok, mais historiquement, c'est un taux qui est extrêmement haut. Une question qu'on me pose, c'est Adrien, si je rentre en France, est-ce que je dois conserver mes 6 à 12 mois d'épargne de sécurité aux États-Unis parce que j'ai quand même des bons rendements? Alors ici, la réponse, c'est pas forcément oui. Pourquoi? C'est plutôt non même. Pourquoi? Parce que on a l'effet du taux de change. Et il faut être rapide. Le but de l'épargne de sécurité, encore une fois, c'est de pouvoir agir en cas de problème. Donc ici, je recommanderais plutôt, lorsqu'on est de retour en France, implanté en France, pour cette partie-là de votre patrimoine, d'optimiser la situation en France. Alors aujourd'hui, on a des options comme le livret A, le fonds euro. On n'aura pas les 4,35, 5%, mais aujourd'hui, j'ai vérifié juste avant notre conférence sur le livret A, on est à 3%, sur le fonds euro, on s'attend à 4, 4,5. Donc, on est sur des rendements assez similaires qui, pour ces 6 à 12 mois d'épargne de sécurité, vont me permettre de quand même d'avoir de la croissance. Alors, je ne matcherai pas l'inflation, mais je limite la perte en pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que
Pourquoi 6 à 12 mois? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. L'impact de l'inflation sur mes revenus, il est énorme. Là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un, on le voit, qui a 62 ans à 102 014 $, hein, et on voit qu'au fur et à mesure, si cette personne ne fait rien, n'a pas placé son argent, 2,5% d'inflation par an, eh bien, se retrouve à 80 ans avec un pouvoir d'achat qui a diminué pratiquement de moitié, puisque aujourd'hui, ces 102 014 ne vaudront, entre guillemets, hein, lorsqu'il va faire ses courses, acheter sa baguette, son pain, etc., ne vaudront plus que 55 087. Donc, important, hein, d'avoir son matelas de sécurité, mais ici, attention, hein, ne pas garder trop d'épargne là-dedans pour éviter, hein, de faire face à l'inflation et perdre en pouvoir d'achat. En conclusion, les outils que j'utilise ici, livret A, fonds euro lorsque je suis en France, si je suis aux États-Unis, et tant que je suis aux États-Unis, hein, je bénéficie des high yield saving accounts, des certificates of deposit ou du money market qui vont gérer des rendements extrêmement intéressants. Deuxième partie de mon patrimoine, on l'a vu tout à l'heure sur mon pie chart, le fonds d'opportunité. Alors, le fonds d'opportunité, c'est quoi? Généralement, une fois que j'ai dit aux personnes, hein, vous avez 6 à 12 mois d'épargne, ils me disent, d'accord, mais le reste, j'investis sur les marchés financiers immobiliers. C'est quand même un peu risqué comme stratégie. Et la réponse, c'est non. Hein, le reste, je vais le mettre sur mon fonds d'opportunité. Le fonds d'opportunité, les caractéristiques, on les voit ici à l'écran, hein, c'est qu'il a une croissance continue. J'en ai parlé tout à l'heure, peu importe que le marché immobilier ou le marché financier soit en hausse ou soit en baisse, ce compte-là, hein, sera toujours en croissance. Il a des rendements qui sont supérieurs à l'inflation. Ici, je veux que sur les 20 ans, hein, j'ai plus de 2,5% de rendement. Hein, extrêmement important, comme ça je ne perds pas de pouvoir d'achat. Et pourquoi il s'appelle fonds d'opportunité? Eh bien parce que, hein, au sein de ma stratégie patrimoniale, peu importe que le marché immobilier ou financier soit en hausse ou soit en baisse, pourquoi? Parce que quand le marché financier et immobilier est en baisse, hein, comme par exemple l'année dernière, eh ben, c'est plus une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle et c'est surtout une opportunité pour moi. Parce que si j'ai des fonds disponibles qui n'ont pas été impactés par cette baisse, le marché immobilier, on le voit en France à l'heure actuelle, a perdu peut-être 5-10%. Ben, si j'attends peut-être encore, admettons qu'il aille jusqu'à 20, eh ben, moi j'ai les liquidités pour pouvoir me positionner et bénéficier, hein, de cette hausse. Alors, quelles sont mes options là-dessus? Et surtout, quelles sont mes options, sachant que potentiellement, soit je rentre en France, soit j'envisage de rentrer en France. Il y a une option qui s'appelle la Cash Value Life Insurance, qui est optimale pour vous. Alors que vous soyez américain, carte verte ou en visa, hein, c'est ce produit qui est un produit américain, hein, qui est une assurance vie avec qui nous permet d'épargner ici aux États-Unis, hein, conservera tous ces avantages que vous soyez en France ou aux États-Unis. Alors, quels sont ces avantages? Assez similaire à l'assurance vie, j'ai eu un avantage fiscal, c'est-à-dire que les fonds que j'ai investis au sein de ce placement vont grandir de façon complètement tax-free. Il est placé hors marché, on vient déjà d'en parler, j'ai des rendements de 3 à 5% avec des garanties au sein de ce produit, hein, qui vont me permettre d'avoir cette croissance continue, de ne pas être impacté par les marchés financiers. Et également au niveau successoral, ça va être considéré en France comme de l'assurance vie, hein, de l'assurance vie étrangère. Donc si j'y ai contribué avant l'âge de 70 ans, elle va passer hors succession. Donc pendant mon vivant, des avantages fiscaux, hein, des avantages au niveau de la croissance, hein, et au niveau successoral, j'aurai un autre avantage. Une question qu'on pose ici, c'est de me dire, Adrien, est-ce que par rapport à l'assurance vie française, qui potentiellement offre les mêmes dispositions, est-ce qu'il vaut mieux avoir une assurance vie américaine ou une assurance vie française? Et ici, la réponse, c'est une assurance vie américaine. Pourquoi? Déjà, si vous êtes en carte verte ou en nationalité américaine, problématique de l'assurance vie française, c'est qu'on va avoir une double imposition. Hein, parce que je suis en carte verte nationalité américaine, je dois déclarer l'intégralité de mes comptes aux États-Unis chaque année, et sur les Passive Foreign Investment Company, qui sont une assurance vie française, eh bien là, concrètement, je paye un impôt chaque année aux États-Unis. Même si en France, je ne paye pas d'impôt, je vais devoir un impôt aux États-Unis. Au moment où je retire, je suis en France, résident fiscal français, je paierai au moins les contributions sociales de 17,2%. Donc là, j'ai vraiment une double imposition pendant ma contribution et au moment du retrait. Donc, est-ce que l'assurance vie française, lorsque je suis en carte verte ou en double nationalité, fait sens? La réponse, malheureusement, c'est non à cause de la double imposition.
Et maintenant, si je suis en visa, il faut se poser la question. Est-ce qu'il faut peut-être que j'investisse sur un produit français ou je reste sur le produit américain? L'avantage du produit américain, je dirais le numéro 1, les premiers avantages, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. J'ai une croissance hors marché et une croissance continue, avec des rendements entre 3 et 5% et une garantie de générer au moins 3% au sein de ce produit-là. Aujourd'hui, si je veux avoir du rendement similaire sur un produit français, je suis obligé de faire ce qu'on appelle du multi-support, avoir des actions, des obligations. La problématique, c'est qu'ici, je vais prendre du risque. Donc, pourquoi le produit américain? Tout simplement parce qu'il me permet d'avoir des rendements extrêmement intéressants sans avoir à prendre de risques. Et on le verra plus tard, au niveau de la retraite, il va pouvoir me permettre de démultiplier mes rendements. Un des avantages importants de ce produit, de l'assurance vie en règle générale, c'est le nantissement. Pourquoi? Parce que non seulement c'est mon fonds d'opportunité, non seulement il grandit, mais en plus de ça, si je vois une opportunité et que je veux investir sous cette opportunité, j'ai plusieurs options de retirer mon argent. Je peux soit retirer mon argent et investir dessus, ce qui sera peut-être pas forcément le plus intéressant. Ce que je peux faire, si par exemple je fais un achat immobilier par exemple en France, puisque je m'impatrie en France, c'est utiliser le nantissement. Alors, le nantissement, c'est un concept qui peut paraître compliqué. Je vais essayer de le simplifier au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, admettons que j'ai 100 000 $ d'épargne au sein de ma cash value life insurance américaine. Cette épargne est placée, reste investie, génère des rendements. Eh bien, le nantissement, c'est quoi? C'est que la compagnie d'assurance ou une banque va accepter de me prêter un montant équivalent, donc 100 000 $, à des taux intéressants, moyennant une garantie sur mon capital. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller acheter, financer par exemple l'apport sur mon bien immobilier pour financer mon bien immobilier à 100% en utilisant le nantissement, tout en laissant grandir mon épargne au sein de ma cash value life insurance. L'avantage ici, c'est d'utiliser entre guillemets son dollar 2 fois. Il continue de grandir au sein de mon produit et il me permet de faire un investissement, par exemple immobilier. Lorsque j'ai des rendements, lorsque je reçois mes loyers, je vais pouvoir rembourser mon prêt, le prêt général que j'ai pris, le prêt commun, et je vais aussi pouvoir rembourser le prêt que j'ai pris grâce à cette cash value life insurance. Aujourd'hui, on a des taux qui sont extrêmement intéressants. Aux États-Unis, on est à 7-8% d'emprunt en fonction du visa. Là-dessus, on sera plus à 5%. Et c'est un taux fixe et un taux maximal. Donc extrêmement intéressant. J'ai parlé de l'assurance vie française, est-ce que c'est une option? On l'a vu, malheureusement, non, donc je ne vais pas m'attarder sur ce slide. Maintenant, je vais passer à la partie actifs de croissance. Alors, l'immobilier. Lorsque j'ai de l'immobilier aux États-Unis, est-ce que ça vaut le coup de le garder? Est-ce que je peux le garder? Alors, ici, au-delà de la décision personnelle, il faut déjà se pencher sur les rendements du bien immobilier. Mais effectivement, fiscalement, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la convention, je serai imposé en France que sur mon aide fiscale, c'est-à-dire que tous les avantages fiscaux que j'ai ici aux États-Unis, je les conserve. Si en utilisant la dépréciation, lorsque je loue mon bien immobilier, je suis à zéro, c'est-à-dire que mes revenus, moins ma dépréciation, moins mes charges, je suis à zéro, j'aurai zéro de déclarable en France. Donc ça peut être intéressant de conserver son immobilier ici aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'en France, pour avoir le même avantage, il faut faire de la location meublée non professionnelle, qui est très bien, que je recommande, mais qui est un peu plus qui est moins simple. Ici aux États-Unis, sur tout l'immobilier que j'ai, lorsque je le loue, j'ai la possibilité d'avoir cet avantage et de le conserver lorsque je rentre en France. Mon épargne retraite, ça c'est un des points, des plus grosses questions qu'on a. Ici aux États-Unis, j'ai 3 options, des pensions, mais surtout des Defined Contribution Plan, tout ce qui est 401k, tout ce qui est IRA. Si par exemple j'ai eu plusieurs employeurs, j'ai déjà transféré mon 401k dans un IRA, j'ai toutes ces options-là, et puis je rentre en France, la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça vaut le coup de le garder aux États-Unis? Oui, non. Déjà, est-ce que je vais être pénalisé? Alors la réponse, c'est encore une fois Philippe, on a parlé de la convention de retraite, on a une excellente convention entre la France et les États-Unis qui nous force de ramener ces comptes, de les solder ici aux États-Unis, de payer la pénalité de 10% si vous avez moins de 59 ans et demi pour pouvoir les ramener en France. Vous pouvez les conserver aux États-Unis. Par contre, le point très important, c'est qu'avant de quitter le territoire, il va falloir prendre des décisions.
C'est-à-dire qu'il va falloir choisir, bien les transférer dans vos IRA pour que vous puissiez mettre en place votre stratégie. Ici aux États-Unis, si vous les laissez dans le 401k de votre employeur, ce sera un peu dommage parce que vous serez limité à ces placements-là. Ça vient une très bonne transition pour le prochain slide. Quelles sont mes options lorsque j'ai un 401k? Je peux le garder chez mon employeur. Comme je viens de le dire, la problématique, c'est que je serai limité au placement que propose mon employeur. Alors que si j'avais transféré mon 401k dans un IRA, un compte individuel de retraite, j'aurais eu beaucoup plus d'opportunités, puisque j'aurais pu choisir une multitude d'investissements, et un investissement dont on va reparler, qui sont les annuités, qui vont me permettre d'apporter de la sécurité pendant la période de croissance et de générer un rendement garanti pour le restant de mes jours lors de la phase de distribution, un peu modelé, je dirais imiter le modèle français. Avant de rentrer là-dessus, deux autres options. Je peux sortir l'argent de mon 401k, donc le cash out. La problématique, je vais en parler, c'est que si je sors l'argent de mon 401k, le number one, l'argent n'a jamais été imposé. Donc, je vais me retrouver avec un taxable income qui va être extrêmement haut. Par exemple, admettons que j'ai 300 000 $ au sein de mon 401k, je sors l'intégralité, et ben j'ai 300 000 $ de revenus cette année-là, qui vont venir s'additionner à mon salaire. Donc, je serai très probablement dans la tranche la plus haute des États-Unis, ce qui n'est pas forcément intéressant. Et en plus de ça, si je sors en 59,5, j'ai une pénalité. Donc généralement, c'est pas une option qui est choisie, sauf cas d'exception. Une personne qui est ici aux États-Unis depuis 2 ans et qui a un faible montant au sein de son 401k, on va effectivement prendre la pénalité. Est-ce que ça valait le coup pour lui de contribuer au 401k? La réponse c'est oui, parce qu'il a très probablement eu un match de son employeur. Ça veut dire que si il a investi X, l'employeur a matché sa contribution, a mis la même contribution, il a fait x2 finalement. Et donc oui, il va avoir une pénalité de 10%, mais ça valait toujours le coup de contribuer pendant ces 2 années. Je reviens à mon point la meilleure solution, qui était de prendre mon 401k, de le transférer dans un IRA, dans un compte individuel de retraite. Et ici, au sein de cette option-là, quelle décision prendre avant de rentrer en France? Vous avez plusieurs choix, mais généralement, lorsqu'on est en période de croissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la retraite, une des options qui est extrêmement intéressante, c'est ce qu'on appelle une capital annuity. Ici, l'objectif, c'est tout simplement entre guillemets, d'avoir une ceinture de sécurité lorsque j'investis sur les marchés financiers. Caractéristique, je vais être générale et c'est le plus rapide possible. Ici, j'ai 2 choses très importantes. Donc, mon argent reste investi sur le marché financier, mais on voit que j'ai un niveau de protection, j'ai une ceinture de sécurité qui m'évite des pertes en cas de recul du marché. Ici, dans mon exemple, j'ai 10% de sécurité. Ce qui veut dire que si le marché financier ne baisse pas, ne fait pas moins de 10%, eh bien moi j'ai 0 de perte. S'il est à 11, j'ai 1% de perte. Donc le but de ce type de produit, c'est pour mon épargne retraite que j'ai transférée dans mon IRA, lorsque je rentre en France, si je veux sécuriser ma croissance, eh bien j'utilise une capital annuity. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle une income annuity. Alors ici, l'objectif, c'est de reproduire le modèle un peu qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'à partir de mon capital, j'ai pris l'exemple d'une personne à 50 ans, comment déjà me garantir une croissance, me garantir de ne pas avoir de perte, et puis derrière me garantir un revenu pour le restant de mes jours. J'ai pris l'exemple d'une personne qui a 50 ans, entre 50 et 65 ans, elle est garantie d'avoir x2 en 10 ans, x2,5 en 15 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mes 100 000 $ investis sont garantis de se transformer en 250 000 $ jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est de l'argent qui est investi sur les marchés financiers. Donc, si le marché génère plus, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai simplement mon 250 000 ou je bénéficie du marché? Bien sûr que je bénéficie du marché. Donc, j'ai donc 500 000 maintenant qui vont me servir à générer un revenu pour le restant de mes jours. Si par contre, j'ai été moins chanceux, que je suis uniquement à 100 000 $ ou même pire, que le marché a craché totalement, scénario noir et que je suis à 0, eh bien, j'ai une garantie d'avoir 250 000 $ qui vont me servir à reproduire des revenus pour le restant de mes jours. Quand je disais reproduire le modèle français, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, j'ai la possibilité, avec ma retraite complémentaire, de me garantir un revenu, un salaire pour le restant de mes jours à partir de mon patrimoine. Aujourd'hui, le taux de rente, il est à peu près à 5,5%. Si on prend 5% pour l'exemple,
Mettons que les marchés financiers, comme j'ai dit, sont mal passés, j'utilise ma garantie de 250 000 $, j'aurai 12 500 $ par an pour le restant de mes jours. 100 000 $ placés à 50 ans me garantissent 12 500 $ de revenus pour le restant de mes jours. Ce qui est un rendement plutôt sympathique. Si les marchés se sont bien comportés, que j'ai maintenant 500 000 $, eh bien, comme je l'ai dit, on prend le marché et donc j'ai 25 000 $ qui me sont garantis pour le restant de mes jours. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai complètement annihilé la problématique de longévité. Peu importe que je vive entre 10, 20, 30 ou 40 ans lorsque je prends ma retraite, j'ai un revenu qui est là, qui viendra en plus des retraites de base dont a parlé Philippe tout à l'heure et qui va être là pour le restant de mes jours. Alors, avant de passer au compte d'investissement, un petit récap sur cette partie retraite, c'est important, on a énormément de questions. Lorsque j'ai un 401k, quelle est la meilleure, et que je m'impatrie, quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, généralement, c'est de le transférer dans un IRA, et au sein de cet IRA, diversifier mes placements, et idéalement mettre en place de la capital annuity si je suis encore en phase de croissance, et lors de la retraite, pour la partie que je souhaite utiliser pour me recréer des revenus pour le restant de mes jours, pensez à mettre en place une capital annuity pour reproduire ce modèle français qu'on connaît bien. Les comptes d'investissement, alors je vais être très rapide là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de les garder aux États-Unis? La première question, c'est est-ce que c'est une option? Généralement, pour les personnes qui seront en visa, ça va être compliqué, voire impossible. Par contre, pour les personnes qui sont en nationalité ou en carte verte, effectivement, comme vous êtes résident fiscaux américain, entre guillemets, même si vous êtes en France, ça reste une option. Est-ce qu'il faut le faire? C'est une question. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, lorsqu'on est résident fiscal américain, en carte verte ou en nationalité, lorsque je retourne en France, mes possibilités restent limitées. Pourquoi? Parce que je reste lié aux États-Unis. Il y a peu de banques qui vont me permettre d'investir, par exemple, dans des assurances vie. On a vu tout à l'heure, c'est pas optimal, mais parce qu'il y a une double fiscalité, mais c'est un produit qui ne sera pas disponible. Dans tout ce qui est mutual fund, dans tout ce qui est ETF, c'est pareil, ça va être très compliqué. Donc, généralement, je suis américain. La solution, ou j'ai une carte verte, la solution, c'est de garder mes comptes d'investissement aux États-Unis pour ne pas avoir les problématiques de ne pas pouvoir ouvrir de compte et de ne pas pouvoir investir son argent lorsque je suis en France. USA France Financial, on a un cabinet de gestion privée. Ici, aux États-Unis, on est une équipe d'un peu plus de 20 personnes. On s'est spécialisé dans l'accompagnement des Français et des Franco-Américains qui sont venus ici. On accompagne notre clientèle dans la gestion de toutes leurs problématiques financières. Aujourd'hui, on a vu les solutions de placement, investissement, mais on accompagne aussi nos clients dans tout ce qui va être planification de retraite, comment structurer tout ce qui est votre retraite complémentaire que vous avez acquise ici aux États-Unis lorsque vous rentrez en France. On va accompagner nos clients dans les aspects successoraux, l'optimisation fiscale au sein de la stratégie patrimoniale, et puis enfin la protection familiale. Comment est-ce qu'on travaille? On fait toujours un bilan patrimonial avec notre clientèle. L'objectif, c'est d'avoir une photo de votre situation pour pouvoir, votre situation, vos objectifs, des revenus, pour pouvoir émettre une recommandation qui est complètement personnalisée en fonction de vos besoins et de votre situation. Dans le cadre de ce webinaire, on a décidé donc d'offrir un bilan patrimonial à chaque personne qui était présente aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à sélectionner cette opportunité. On vous fera un suivi par email. Merci pour votre attention. On va passer à la partie questions. Et donc, du coup, Philippe et Jordan, si vous voulez venir. Alors. Alors, je vais regarder les questions dans le chat. On a pas mal de questions. Alors, est-ce qu'on enregistre cette session? Bon, ça, oui. Alors, je ne sais pas si Christophe me donne la raison. Donc, est-ce qu'on enregistre le chat? Oui. La réponse, c'est oui. Et on vous enverra le recording par email. J'ai une question sur l'article 155. Est-ce que la demande est faite par la société ou est-ce que c'est une démarche personnelle? Je pense que c'est pour vous, Jordan. Exactement. C'est une démarche en fait personnelle. Donc en fait, c'est l'avantage du régime. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir un agrément préalable de la part de l'administration et vous n'avez pas besoin de votre employeur. Donc en fait, c'est une démarche qui se fait
pour la plupart au moment où vous déposez votre déclaration, en fait, où vous demandez à bénéficier du régime. Par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, attention si vous faites ça, j'allais dire, dans votre coin, sans votre employeur, parce que si vous avez une demande de l'administration fiscale, il faudra être certain de disposer de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. Parfait. Merci. Alors, autre question, je pense que c'est une question pour Philippe. Le régime des impatriés concerne-t-il les retraités, ah non, pour Jordan, les retraités qui veulent rentrer en France sans travailler? Alors non, il faut obligatoirement avoir un contrat de travail ou en tout cas un lien avec une entreprise française. Donc ça concerne vraiment les actifs et non les retraités. Ok, merci. Alors, autre question, est-ce que l'exonération est cumulative sur la prime et forfaitaire ou bien l'un ou l'autre? Aussi, quelle est la durée? Est-ce que c'est 8 ans? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris le début de la question. Est-ce que l'exonération est cumulative? Alors, l'exonération, donc c'est soit en fait pour la prime d'impatriation, soit elle est définie dans le contrat de travail, soit vous optez pour l'évaluation forfaitaire de 30%, et à cela s'ajoute effectivement l'exonération qui est liée au jour. Donc, vous pouvez avoir effectivement pour l'aspect rémunération une double exonération, une exonération qui est liée à la prime d'impatriation et une exonération qui est liée au jour à l'étranger. Et effectivement, la durée du régime est bien de 8 ans. D'accord. Ok, merci. Alors, je suis aux États-Unis depuis août 2019, de retour en 2024. Ça fait moins de 5 ans. Est-ce que j'ai le droit au régime des impatriés? Non, il faut ne pas avoir déposé de déclaration en France depuis le 31 décembre 2018. Donc, vous ne pouvez pas en bénéficier. Ok. Autre question, le régime des impatriés s'applique-t-il quand on est self-employed? Non, il faut avoir un contrat de travail. Ok. Est-ce que l'employeur reçoit aussi un dégrèvement d'impôt sur le salarié? Non, il n'y a aucun bénéfice en fait pour l'employeur. La seule chose, c'est que l'intégralité en fait du bénéfice est réservée aux salariés. Donc, aucun avantage spécifique pour l'employeur. Si ce n'est qu'il vous paye en fait un certain montant et vous payez moins d'impôts. Donc, in fine, c'est le fait que vous bénéficiez du régime est plutôt avantageux pour lui parce que sans en fait vous payer plus, vous avez un net en poche qui est supérieur à ce que vous auriez si vous ne bénéficiez pas du régime. Super, merci. Quel impact si je possède la double nationalité française et américaine? Alors là, c'est une question qui est à cheval entre la France et les États-Unis. En fait, disons que si vous continuez alors, effectivement, ça va venir minorer votre imposition en France parce que vous allez bénéficier du régime. Mais comme vous avez la nationalité américaine, vous devez continuer à déposer aux États-Unis. Après, ça va dépendre en fait de l'État dans lequel vous êtes et du montant de vos rémunérations. Là, c'est plus une question de fiscalité américaine, mais de mémoire, dans certains États ou selon la législation, en deçà d'un certain montant de rémunération, il n'y a pas forcément d'imposition. Donc, ce qui veut dire qu'in fine, vous bénéficierez bien en fait vous serez bien taxable in fine sur de l'impôt français et vous n'aurez pas forcément un impôt aux États-Unis. Toute la question en fait de l'impact de la double nationalité est de savoir en fait quel est le montant de votre impôt aux États-Unis. Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur en fait à celui que vous allez avoir en France? D'accord. Super. Alors, Philippe, ça c'est une question pour toi. Les conventions bilatérales ne s'appliquent que pour le régime général. Est-ce correct? Alors effectivement, oui, c'est que pour le régime. Alors c'est que pour les régimes de base. La Social Security américaine échange avec la sécurité sociale, donc le régime des travailleurs salariés. Donc effectivement, il n'y a qu'un échange entre ces deux régimes-là. Donc si vous avez été indépendant en France, fonctionnaire en France, il n'y aura pas d'échange avec les autres régimes. Donc si vous avez une carrière mixte, si vous avez été salarié, fonctionnaire, salarié indépendant, à ce moment-là, la jonction va se faire. Mais si vous avez été que fonctionnaire, il n'y aura pas d'échange automatique entre la Social Security américaine et le système des pensions de l'État. Donc il faut effectivement organiser les choses. Ça ne veut pas dire que la convention ne s'appliquera pas, mais ça sera un petit peu plus compliqué en termes de valorisation de vos droits en France. Ok, merci. Si on cumule les trimestres avec les US et la retraite française, reçoit-on les retraites en France et aux US ou bien les retraites sont-elles diminuées pour les sommes reçues aux US? Alors, quand vous avez des droits en France et aux États-Unis, vous avez des paiements qui sont séparés par les deux organismes. Chaque organisme va calculer votre retraite sur la base des salaires du pays et sur la durée d'activité. Et dans tous les cas de figure, que vous soyez résident en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, les retraites françaises et américaines continueront à vous être versées. Donc, il n'y a pas de minoration qui doit avoir lieu, excepté potentiellement à cause du windfall, si vous n'avez pas appliqué dans le cadre de la convention ou si vous avez demandé vos retraites françaises à partir de 67 ans ou après 67 ans.
l'impact du windfall, il faut vraiment l'évaluer et il faut dans la plupart des cas, anticiper votre demande de retraite française avant l'âge de 67 ans. Super, merci. Alors, autre question. Pour une personne ayant 140 trimestres en France et 32 trimestres aux USA, est-ce que l'on peut toucher la retraite américaine, mais seulement pour les droits débloqués par les 32 trimestres? Est-ce correct? Tout à fait. C'est correct, Adrien, effectivement. Si vous avez 32 trimestres aux États-Unis, vous n'avez pas atteint effectivement les 40 crédits nécessaires à l'ouverture de droit, mais compte tenu que vous avez 140 trimestres d'activité en France, vous aurez quand même une pension versée par la Social Security américaine, calculée sur les 32 crédits que vous avez validés et sur la base des salaires que vous avez gagnés aux États-Unis. Très bien. Alors, une question sur les successions. Aux États-Unis, nous avons des trusts, living trust irrévocables pour exonérer l'impôt sur la succession. Quelle est la situation en France? Alors, je ne sais pas, Jordi, si tu peux répondre. Oui, alors c'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais disons qu'effectivement, déjà, les trusts, qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez des trusts aux États-Unis, que vous arrivez en France avec vos trusts, vous avez un quelconque lien avec le trust, que vous soyez trustee, constituant, bénéficiaire ou administrateur, il est impératif en fait de déclarer les trusts en France. Il y a des formalités déclaratives. À défaut, vous avez un risque d'amende qui est assez exorbitant, puisqu'on parle quand même d'une amende de 20 000 €. Donc les trusts, en fait, c'est un sujet qui a été appréhendé très récemment par les autorités fiscales françaises. Et il est compliqué de répondre à votre question sur l'exonération d'impôt sur les successions. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir un trust aux États-Unis ne vous empêche pas en fait d'être soumis à des droits de succession en France. Après, il faut faire une étude plus détaillée. Mais en tout cas, attention si vous avez des trusts, parce qu'il y a des formalités à effectuer en France, il y a des obligations déclaratives, il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Alors, une autre question. Est-ce que les stratégies de retraite ou d'opportunité patrimoniale sont affectées par l'un des membres du couple s'il n'est pas français? Alors, la réponse, c'est non. Alors, si on rentre en France et qu'on n'est pas français, non, la stratégie patrimoniale qu'on aura mis ici aux États-Unis ne sera pas impactée parce que vous n'êtes pas français. Après, côté français, non plus, côté français, il n'y aura pas d'impact. Ce sera juste un problème d'immigration à ce moment-là. Mes enfants et ma femme ont déménagé en France. Je travaille toujours aux États-Unis. Dois-je payer de l'impôt en France? Savez-vous également si je peux obtenir un financement pour acheter une maison en France? Alors, je peux répondre à la deuxième partie, mais Jordan, je te laisse répondre à la première partie. Donc, je travaille toujours aux États-Unis. Dois-je payer de l'impôt en France? Alors, pour cette partie, disons que c'est pareil, il faudrait faire une analyse plus détaillée, mais l'idée, c'est que si vous travaillez toujours... Alors, déjà, la question, c'est est-ce que vous travaillez pour le compte d'un employeur qui est américain, mais que vous êtes en France, ou est-ce que vous travaillez physiquement aux États-Unis? Parce que ce n'est pas la même chose. Mais disons que si vous avez un employeur américain et que vous avez des jours de travail aux États-Unis, en principe, vous restez imposable aux États-Unis, à minima pour la fraction de rémunération qui est relative à vos jours à l'étranger. Ensuite, si vous avez un employeur américain, mais que vous travaillez 100% de votre temps en France, dans cette hypothèse, vous êtes imposable en France. L'idée ici, si vous voulez, c'est que finalement, l'employeur importe peu. Ce qui compte, c'est vraiment en fait où est-ce que vous exercez votre activité professionnelle. Tout à fait. Pour la partie financement, est-ce que c'est possible d'obtenir un financement pour acheter une maison en France? Oui, complètement. Que vous soyez aux États-Unis ou en France, c'est une possibilité. Là-dessus, n'hésitez pas à me contacter directement. On pourra vous mettre en relation avec nos contacts qui s'occupent de cela. Est-ce que le replay sera disponible? Oui. Alors, merci pour toutes ces informations. Concernant les doubles nationaux, je crois qu'il y a un avantage concernant les intérêts et dividendes américains lorsqu'on rentre en France. Mais je ne connais pas les détails. Alors, lorsque vous rentrez en France, comme dit Jordan, et que vous êtes résident fiscaux français, même s'il y avait un avantage côté américain, vous êtes résident fiscal français, vous serez soumis à la fiscalité en France. Il y a la petite exception des produits de retraite, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'ils sont imposables, comme le disait Philippe, que dans le pays de contribution. Mais par contre, pour tout ce qui est placement sur les marchés financiers, là, pour le coup, vous serez imposable côté français, puisque vous êtes résident fiscal français. Alors, question pour Jordan, le régime des impatriés est-il applicable à des CDD? Alors, oui, ça a été précisé récemment dans la doctrine, le fait d'avoir un contrat qui n'est pas à durée indéterminée
n'est pas un obstacle à pouvoir bénéficier du régime. Tout à fait. Alors, une question, est-ce que les annuités sont possibles pour des personnes de 60 ans et plus? Oui, bien sûr, oui, il n'y a aucun problème, aucun problème là-dessus. Ensuite, pourrez-vous évoquer le traitement fiscal des produits alternatifs type PE, Private Debt, Private Credit lors d'un retour en France, hors régime impatrié? Exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Hein. Lorsque je suis résident fiscal français, hein, je vais être soumis aux obligations fiscales françaises et donc ce type de produit sera imposable côté français. J'aurai potentiellement un impôt côté américain, je ferai valoir la convention qui pourra permettre d'obtenir un crédit côté français, mais par contre, le taux d'imposition français s'appliquera. Si le taux d'imposition français est supérieur au taux d'imposition américain, sur ces produits-là, je devrais payer de l'impôt côté français. Ensuite, retraité US et France, retour en France, est-ce que je serai imposé sur les IRA, etc. Alors ça, comme je l'ai dit précédemment, côté français, il n'y aura pas d'imposition, mais alors, puisque article 18 de la Convention, je suis imposable que dans le pays de contribution. Par contre, attention, ça rentrera quand même hein, dans vos revenus pour déterminer votre tranche d'imposition côté français. Ça, n'hésitez pas si vous avez un CPA au comptable à lui poser la question, il pourra vous expliquer ça en détail. Alors, je travaille toujours aux États-Unis. Dois-je payer de l'impôt en France? Savez-vous également si je peux obtenir un financement pour acheter une maison en France? Alors, on a répondu à cette question, non? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça m'a l'air d'être la même question que tout à l'heure. Oui. Quel régime d'imposition des revenus financiers pour les US citizens qui transfèrent en France? On a répondu aussi. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Ah, pour les... Ouais. Alors, je suis désolé pour les... Je vois les personnes qui me disent le début du webinaire était prévu pour 18h. Alors, le début du webinaire était prévu pour midi, heure US. Et malheureusement, avec le décalage horaire de la semaine dernière aux États-Unis, pour le moment, on est décalé encore pour les 2 prochaines semaines. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas pu suivre le webinaire, on vous envoiera bien sûr le replay. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en one by one. Ce sera un plaisir de faire un call avec vous et de vous faire un petit récap là-dessus. On va devoir clôturer le webinaire. On a dépassé de 10 minutes. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à Philippe, merci à Jordan pour la qualité des présentations et puis surtout merci à l'UFE pour avoir organisé ce webinaire avec nous aujourd'hui. Merci à tous, merci Jordan, merci Adrien, merci Christophe qui était en backup et bonne fin de journée à tous et que ce soit côté France ou côté États-Unis. Exactement. Merci à tous, très bonne journée à tous et j'espère que les informations auront été utiles pour ceux qui s'apprêtent à revenir ou à rentrer ou à arriver en France. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.